Parlons des handicaps. Est-ce que tel handicap est vécu de la même manière par un homme et par une femme? Comme être aveugle ou être sourd. Est-ce que pour une femme, être sourd, c'est moins grave que pour un homme? Est-ce que pour un homme, être aveugle, c'est moins grave que pour une femme? Etc. Voilà ce genre de débat que je lance souvent dans les cafés philo McDo, mais que je reprends souvent par avance sur d'autres bases. Alors, si vous avez bien compris mon enseignement, l'élite est beaucoup plus pénalisée par la surdité que par l'aveuglement. On peut dire aveuglement, c'est pas le mot, par la cécité. Un homme d'élite qui est aveugle peut tout à fait continuer à fonctionner. S'il entend bien, s'il comprend bien ce qu'on dit, s'il rebondit bien à ce qui est dit. En revanche, s'il est sourd, c'est terminé. Il ne peut pas participer à une discussion, il ne peut pas participer à un débat. Il va pouvoir éventuellement lire le texte sous les yeux, mais ce n'est pas vivant, ça c'est mort. Inversement, une femme qui est sourde, c'est pas très grave. Ma mère, par exemple, a été atteinte de surdité sur ces dernières années. C'est pas handicapant comme pour un homme. Comme pour un homme, à certains niveaux, j'entends. Elle peut lire les journaux, elle peut même lire à voix haute, même si elle n'entend pas, un sourd peut très bien lire un journal à voix haute. Il lira généralement trop haut. D'ailleurs, les gens, de manière générale, qui sont mal élevés, parlent trop haut. Parce qu'ils sont plus dans l'émission que dans l'écoute. S'ils étaient conscients de l'écoute, ils sauraient qu'en parlant trop haut, ils empêchent les gens d'entendre. Ou ils forcent les gens à entendre ce que les gens n'ont pas à entendre. Ils créent de la pollution sonore. Donc un sourd peut parler, peut lire, mais il ne peut pas entendre. Et donc il ne peut pas participer à des débats vivants. Voilà à peu près le problème. Donc les infirmités ne sont pas pénalisantes de la même manière. Autrement dit, un handicap au niveau de la surdité constitue un dommage, je dis que ce soit un dommage, parce qu'il peut être, ça peut être un dommage beaucoup plus grave pour un homme que pour une femme. Un dommage au niveau de la vue peut se révéler beaucoup plus grave pour une femme que pour un homme. Parce que si la femme ne peut pas voir, elle ne peut pas lire. Or, son accès à l'autre passe essentiellement par la lecture, par l'écrit, puisqu'elle n'écoute pas tellement. Tant qu'elle a l'écrit, elle peut émettre. Or, les femmes sont faites pour émettre, pour transmettre. Imaginez une femme, professeure, enseignante, qui est sourde, mais qui va raconter son truc, qui va faire sa conférence. Parce qu'elle est dans l'émission. Et qui est donc plutôt, c'est pas tellement une émission, c'est plutôt une transmission. Parce que l'émission, c'est autre chose. Elle transmet. Et même à la limite, par exemple, quelqu'un qui est une traductrice, par exemple, peut très bien être sourde et transmettre, et copier, faire son travail de traduction. Pas de problème. Donc le produit de départ est figé. Il ne bouge plus. Il peut être de l'ordre de l'écrit. Dès que quelque chose est figé, c'est le domaine on passe au visuel. Ça ne bouge plus. Donc voilà, nous avons là un clivage important. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui fausse le débat,
Les gens parlent de masculin, féminin, connotation sémantique, ceci ou cela, mais il faut être dans le concret, dans des situations concrètes. Et on ne l'a pas suffisamment fait. Il faut montrer ce qui se passe dans un groupe comme ceci ou comme cela, dans telle et telle configuration, dans telle et telle situation. Et là, on s'aperçoit du clivage majeur entre le mode de fonctionnement masculin et féminin, et on arrête de parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne dis pas, dans l'absolu, que les uns sont supérieurs aux autres, je dis qu'ils sont différents, et qu'ils n'ont pas la même place dans la société. Peut-être qu'être au centre n'est pas plus important que d'être à la périphérie. Peut-être qu'une minorité n'est pas plus importante qu'une majorité. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, c'est la majorité qui a raison. Alors, faire partie de la majorité, est-ce que c'est une force? Est-ce que faire partie de la minorité, est-ce que c'est une faiblesse? C'est aussi une question qui peut se poser. J'en ai parlé tout à l'heure à propos de Michel Onfray, qui croit que le peuple, c'est la religion du peuple. La religion du peuple. Le peuple, la démocratie, c'est le fait que le peuple puisse faire entendre sa voix en permanence, constamment et sans intermédiaire. Et si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un complot. Il y a eu une manigance. Voilà la théorie de Onfray et de son compère, Juan Franco. Ce qui est normal, c'est que le peuple puisse s'exprimer et ait le dernier mot. Parce que c'est écrit dans la Constitution. Alors, puisque c'est écrit, alors là, il faut avoir un culte absolument absolu, n'est-ce pas? Un culte, une rigidité absolue, et ils en arrivent à dire que la représentation parlementaire, c'est du pipeau. Voilà où ils en sont. Eh bien, c'est une façon, c'est la point de vue de la gauche, le point de vue des gens qui sont dominés. La démocratie, n'oublions pas, c'est avant tout la volonté du peuple de prendre le pouvoir sur la minorité dirigeante. Et inversement, l'oligarchie, la monarchie, c'est la volonté de prendre le pouvoir sur le peuple. Et ça a été parfaitement développé par les philosophes grecs auxquels se réfère si volontiers M. Onfray.